Ce premier cours a pour objectif de décrire le bassin osseux et ses articulations. Si l'on regarde le bassin osseux ou pelvis, on voit qu'il se compose de deux os coxaux, du sacrum et du coccyx. Les os coxaux sont unis entre eux par la symphyse pubienne en avant et ils sont unis en arrière avec le sacrum par l'articulation sacro-iliaque de chaque côté. Nous allons décrire successivement l'os coxal, le sacrum, le coccyx et les principales articulations du bassin osseux. L'os coxal est un os pair symétrique qui a la forme d'une hélice à deux pales. Il résulte de la soudure dans l'adolescence de trois points d'ossification distincts qui vont former l'ilium, l'ischion et le pubis. Si l'on regarde cette radiographie prise chez un enfant, alors que les soudures ne sont pas encore complètement réalisées, on peut noter la présence de l'ilium, de l'ischion et du pubis, qui ne sont pas encore soudés les uns aux autres. On note d'autre part le fémur avec le cartilage de conjugaison reliant la diaphyse à l'épiphyse qui n'est pas encore formé. On peut comprendre sur cette radiographie qu'à l'endroit où vont fusionner les trois noyaux osseux se situera plus tard l'acétabulum avec l'épiphyse en regard. Si l'on regarde maintenant cette radiographie à l'âge adulte, on reconnaît l'ilium, l'ischion, le pubis et à l'endroit où ces trois os ont fusionné, la présence de l'acétabulum, cavité articulaire. Alors on peut distinguer à l'os coxal deux faces et quatre bords. Une face extérieure ou exopelvienne qui va être en rapport avec la région glutéale et l'articulation de la hanche. Il existe une face intérieure ou endopelvienne que nous décrirons tout à l'heure et quatre bords, un bord supérieur, un bord inférieur, un bord antérieur et un bord postérieur. La face extérieure de l'os coxal sera décrite plus en détail avec l'articulation de la hanche. On peut noter sur cette face extérieure une partie articulaire ou acétabulaire, une partie supra-acétabulaire qui correspond à la face glutéale de l'ilium et une partie infra-acétabulaire occupée par un orifice, le foramen obturé. Vous avez ici l'image correspondante d'une pièce osseuse montrant notamment le foramen obturé et l'acétabulum. La face glutéale de l'ilium regarde en dehors, en arrière et en bas. Elle est parcourue par deux crêtes arciformes, les lignes glutéales, antérieures et postérieures, qui vont délimiter trois parties sur la face exopelvienne de l'aile iliaque, donnant insertion aux muscles glutéaux. L'acétabulum se trouve à l'endroit où les trois noyaux osseux de l'os coxal vont fusionner. Cette surface articulaire sera décrite plus tard avec l'articulation de la hanche. La zone ischio-pubienne est orientée différemment de la partie supérieure de l'os coxal. En effet, on peut voir, notamment sur cette vue de face, qu'elle est orientée vers l'avant et médialement, dans un plan oblique. Et vous voyez qu'elle forme avec l'aile iliaque une sorte d'hélice à pale supérieure et à pale inférieure. La zone ischio-pubienne est centrée par le foramen obturé, qui est délimité en avant par le pubis, en haut par la branche horizontale du pubis, se poursuivant par l'acétabulum, en arrière par l'ischium et la tubérosité ischiatique. Le pubis comprend quatre parties. Premièrement, le corps du pubis, ou lame quadrilatère. Ce corps du pubis va supporter la branche horizontale et la branche inférieure ou descendante du pubis qui va se poursuivre vers l'ischion. Enfin, on nomme l'angle du pubis la zone où se réunissent le bord antérieur et le bord inférieur de l'os iliaque. Cet angle du pubis se fait pratiquement à angle droit. On le voit mieux sur cette radiographie. Le bord antérieur
et le bord inférieur du pubis vont se réunir à l'angle du pubis. La branche horizontale du pubis est orientée vers le bas et le dedans. Si on la regarde un peu plus en détail, on voit qu'elle est constituée de 3 bords, dont 2 sont visibles sur cette vue latérale de la face extérieure du pubis, le bord postéro-supérieur et le bord antéro-inférieur. Le bord postéro-inférieur n'est pas visible sur cette vue, on le décrira sur la vue de la face interne de l'os iliaque. Le bord postéro-supérieur est encore nommé la crête pectinéale. Le bord antéro-inférieur délimite la gouttière sous-pubienne dans lequel vont passer les vaisseaux et les nerfs obturateurs. La face supérieure, montrée ici avec la flèche, s'appelle aussi la surface pectinéale. La face inférieure de la branche horizontale du pubis correspond à la partie supérieure de la gouttière sous-pubienne. On trouve à l'union des bords postéro-supérieurs et antéro-inférieurs la présence d'une épine osseuse qu'on nomme l'épine du pubis, qui est une zone d'insertion de plusieurs muscles importants de la paroi abdominale. Enfin, l'ischium est constitué d'un corps qui porte la partie postéro-inférieure du cotyle et de la tubérosité ischiatique. L'ischium reçoit la branche ischio-pubienne qui se poursuit avec la branche inférieure du pubis et la branche iliopubienne qui se poursuit avec l'ilium. Nous allons maintenant voir la face inférieure ou endopelvienne de l'os coxal. La face endopelvienne est divisée en deux par une crête oblique nommée la lime arquée. Cette crête osseuse se poursuit avec la crête pectinéale qui était définie comme étant le bord postéro-supérieur de la branche horizontale du pubis. Au-dessus de la ligne arquée se trouve la fosse iliaque interne qui va donner insertion au muscle iliaque. Plus en arrière, on trouve la surface articulaire en forme de L qui va s'articuler avec le sacrum et former ainsi l'articulation sacro-iliaque. En dessous de la ligne arquée, la face endopelvienne est occupée par le foramen obturé et la gouttière sous-pubienne. Sur cette face endopelvienne de l'os iliaque s'insère le muscle iliaque et les muscles du diaphragme que nous décrirons lors du prochain cours. Le bord supérieur de l'os coxal, ou crête iliaque, est palpable sous la peau et s'étend depuis l'épine iliaque antéro-supérieure en avant jusqu'à l'épine iliaque postéro-supérieure, moins marquée, en arrière. Elle présente une sinuosité en S italique dans un plan horizontal. Le bord antérieur de l'os coxal présente une succession de saillies séparées par des échancrures. On trouve ainsi de haut en bas l'épine iliaque antéro-supérieure qui est facilement palpable sous la peau, puis une échancrure interépineuse, l'épine iliaque antérieure et supérieure qui n'est pas palpable, une échancrure pour le muscle iliopsoas, l'éminence iliopubienne que l'on voit mieux sur cette vue externe de l'os, la surface pectinéale que nous avons décrit tout à l'heure, et enfin le tubercule pubien et l'angle du pubis. Le bord postérieur présente également une succession de saillies et d'échancrures. On trouve ainsi l'épine iliaque postéro-supérieure, l'échancrure interépineuse, l'épine iliaque postérieure et inférieure, la grande échancrure ischiatique qui est un important lieu de passage entre la cavité pelvienne et la région glutéale, l'épine ischiatique sur lequel vont s'insérer le ligament sacro-épineux et le muscle ischio-coccygien, ainsi que le muscle élévateur de l'anus, la petite échancrure ischiatique et enfin la tubérosité ischiatique. Enfin, le bord inférieur de la iliaque. Sur ce dessin, vous pouvez trouver des repères indiquant comment dessiner le iliaque avec sa face extérieure et sa face intérieure. On peut, à partir d'un rond, placer des repères simples qui vont guider le trait pour dessiner
notamment la grande échancrure sciatique, la petite échancrure sciatique, la partie la plus déclive de l'ischion, la branche ischiopubienne et l'angle du pubis, que l'on peut représenter sur cette vue latérale au même niveau que l'épine iliaque antérieure supérieure. Pour la face endopelvienne, il suffit de retourner les repères dans l'autre sens. Sur cette planche, nous allons compléter ce que nous avons dit sur le sacrum et le coccyx dans le cours sur le rachis de l'UE5. Alors le sacrum est un os en forme de pyramide inversée résultant de la fusion de 5 vertèbres sacrées. Il présente une face antérieure, une face postérieure et 2 bords latéraux sur lesquels vont se trouver les surfaces articulaires en forme d'oreille. On les nomme les surfaces auriculaires. Elles s'articulent avec l'os iliaque. Cette surface auriculaire se trouve en regard des 2 premières vertèbres sacrées. On note que la face latérale du sacrum devient de plus en plus fine vers le bas. Les 2 premières vertèbres sacrées, on le voit mieux sur cette vue de profil, occupent pratiquement la moitié de la hauteur de l'os. Sur la face antérieure, on trouve les foramen sacro-pelviens ou antérieurs par lesquels vont sortir les racines antérieures des nerfs spinaux sacrés. Ces orifices se prolongent en dehors par des gouttières qui convergent vers la grande échancrure sciatique. La face postérieure du sacrum a déjà été partiellement décrite lors du cours sur le rachis. Nous rappellerons la présence d'une crête postérieure résultant de la fusion des apophyses épineuses. Cette crête s'appelle la crête sacrale médiane. Elle naît de l'orifice supérieur du canal sacral et se bifurque en bas pour former les cornes sacrales qui bordent l'entrée du hiatus sacral. Ces cornes sacrales vont s'articuler avec les petites cornes coccygiennes. Ce hiatus sacral mesure en moyenne 1 cm de largeur et 2 cm de haut. Le reste des éléments visibles sur cette face postérieure du sacrum a été décrit dans le cours sur le rachis. La base du sacrum regarde en haut et en avant. En effet, si on regarde cette coupe sagittale passant par le sacrum et les 2 dernières vertèbres lombaires, on peut voir l'orientation de la face supérieure du sacrum montrée par la flèche. En arrière se trouve l'orifice du canal sacral, qui a une forme triangulaire. Latéralement se trouvent les ailes sacrales. Les bords latéraux du canal sacral se rejoignent en arrière pour former la crête sacrale médiane. Le bord antérieur des ailes sacrales émousse et se poursuit avec la ligne arquée de l'os coxal. Il va ainsi participer à la constitution de l'ouverture crânienne du pelvis ou détroit supérieur. La face supérieure de la première vertèbre sacrale s'articule avec la vertèbre L5 par le disque intervertébral L5S1. Le bord antérieur fait saillie dans la cavité pelvienne, il surplombe même la partie pelvienne située sous la ligne arquée. On appelle cette zone le promontoire. Cette figure montre une coupe axiale ou transversale du sacrum, montrant les foramen postérieurs et les foramen antérieurs. Alors vous constatez que les foramen postérieurs et pelviens sont à peu près alignés. Le foramen S2, S3 est à peu près à hauteur du bord supérieur de la grande échancrure sciatique. On va voir tout de suite que ceci peut nous servir de repère dans la chirurgie des racines sacrées, puisque en effet, on peut introduire une électrode par la région fessière à travers le foramen sacré postérieur et à travers le foramen sacré pelvien. Je vous rappelle que par les foramen sacrés pelviens sortent les racines antérieures sacrales des nerfs spinaux. Par conséquent, on peut introduire une électrode par le foramen sacré postérieur et la mettre au contact des racines sacrées antérieures. Ceci est utile dans certaines interventions pour incontinence urinaire, lorsque l'on cherche à mettre une électrode au contact des nerfs végétatifs de la vessie, en particulier des nerfs qui empruntent, comme nous l'avons dit,
les racines sacrées antérieures. Alors, on cherche en général à passer à travers le foramen S3. Le foramen S2 nous sert de repère puisqu'il est à hauteur de la grande échancrure sciatique. Alors, voici une intervention que nous réalisons pour certaines formes d'incontinence urinaire en rapport avec une hyperactivité de la vessie. Cette intervention va consister à essayer de mettre sur une racine sacrée S3 une électrode qui va envoyer un courant continu de manière à moduler et relâcher les nerfs qui vont vers la vessie. Alors vous n'avez bien entendu pas à connaître pour l'examen les indications de cette intervention, ni la technique chirurgicale, simplement elle est montrée ici pour illustrer l'anatomie du sacrum. Vous voyez que le patient est installé en position décubitus ventral sur le ventre et on va rechercher à palper le sacrum, ici probablement le coccyx. Une électrode est introduite à travers le sacrum. Vous voyez cette aiguille qui est introduite à travers la région fessière et qui va rentrer dans la cavité pelvienne. Alors, voici le sacrum. Si vous regardez bien, on peut constater la présence d'une soudure ici entre la vertèbre sacrée S1, la vertèbre sacrée S2 et une autre soudure ici qui n'est pas toujours évidente à voir sur cette radiographie de profil du sacrum entre la vertèbre S2 et la vertèbre S3 et on rentre ici dans le foramen sacré S3. Alors on rentre par le foramen postérieur, l'aiguille, et on passe ensuite à travers le foramen antérieur. L'avant du patient étant ici, l'arrière étant ici, et la tête du patient de ce côté-là. On introduit ainsi cette aiguille-là. Vous voyez qu'on peut la passer à travers le sacrum puisque les foramen sacro, postérieurs et antérieurs sont alignés. On va ensuite mettre en place cette électrode à travers le sacrum et vous la voyez ainsi placée. On voit sur cette radiographie de face, vous reconnaissez le pubis, la symphyse pubienne, la branche iliopubienne, la ligne arquée, l'articulation sacro-iliaque, et vous allez reconnaître les foramen sacrés. Le foramen sacré antérieur, le premier, le deuxième et le troisième. Vous voyez que le deuxième foramen sacré est à peu près à hauteur du bord supérieur de la grande échancrure sciatique. Et cette électrode va être passée à travers le troisième foramen sacré et on imagine qu'elle sera ici au contact de la troisième racine sacrée, d'où partent les fibres, certaines des fibres végétatives qui vont à la vessie. Le patient a ensuite une sorte de pile de pacemaker connectée à cette électrode qui va envoyer un courant continu au contact de cette racine sacrée. L'électrode est placée, celle que vous voyez ici, est placée sous la peau de la région fessière haute. Alors voici une vue antérieure du pelvis sur laquelle nous allons pouvoir reconnaître les éléments décrits. Le sacrum avec ses foramen pelviens, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, l'articulation sacro-iliaque, la ligne arquée, le bord postéro-supérieur du pubis, le bord antéro-inférieur, l'épine du pubis, la branche ischio-pubienne, l'ischion. Vous pouvez vous entraîner à reconnaître ces éléments sur les bassins osseux ou une radio correspondante. Alors, ce dessin montre la construction du bassin osseux de face et de la partie basse de la colonne vertébrale. Il est important à connaître et je vous demande d'être capable de le faire parce qu'il nous servira pour placer notamment les organes de la cavité abdominale et ceux de la cavité pelvienne. On commence par dessiner le rachis avec deux lignes s'écartant légèrement vers le bas et reliées en bas
par un arc de cercle qui forme le promontoire. On peut représenter les vertèbres lombaires et leur processus transverse, dont on voit qu'ils ont une convergence vers un point situé à l'extérieur, la vertèbre L3, ayant, du fait de la lordose lombaire, une direction horizontale, celle du dessus étant oblique vers le bas et le dehors, et celle du bas oblique vers le haut et le dehors, ce qui donne ainsi l'impression d'une lordose dont le sommet est la vertèbre L3. On représente ensuite le détroit supérieur que nous définirons plus tard, qui est une forme de cœur de carte à jouer, avec la partie supérieure représentée par le promontoire. La hauteur de ce repère est à peu près égale à 2 vertèbres lombaires. On représente ensuite les dernières côtes ou côtes flottantes, et on peut représenter l'aile du sacrum, la crête iliaque avec l'épine iliaque antérieure supérieure qui, sur ce dessin de face, se projette à peu près à même hauteur que le promontoire ou le disque L5-S1. Vous voyez que on représente habituellement l'extrémité de la 12e côte à peu près au même niveau que l'épine iliaque antérieure supérieure. On représente ensuite le reste de l'os iliaque avec l'acétabulum et l'épine iliaque antérieure et supérieure juste au-dessus, celle-ci se projetant à peu près au milieu du cœur de carte à jouer. Enfin, on peut représenter assez facilement le reste de l'os iliaque. Le sacrum, le coccyx qui se projette tout petit peu au-dessus du bord supérieur du pubis. Sur ce dessin d'une vue postérieure du bassin et l'image correspondante, vous devez être capable de reconnaître les structures que nous avons décrites. Ce schéma montre une vue supérieure du bassin. Il nous permet d'une part de voir un aperçu de la crête iliaque avec cette forme en S italique que nous avons décrite précédemment. Il permet aussi et surtout de définir le détroit supérieur qui constitue la limite fondamentale entre le pelvis majeur et le pelvis mineur. Ce détroit supérieur est constitué d'une ligne ostéofibreuse peu extensible. Elle est limitée par le promontoire en arrière, le bord antérieur des ailes sacrales, l'articulation sacro-iliaque, la ligne arquée qui se poursuit avec le bord postéro-supérieur du pubis, le bord supérieur du pubis et le bord supérieur de la symphyse pubienne. Vous pouvez reconnaître ces éléments sur cette photographie d'un bassin osseux avec le bord antérieur du disque L5-S1, le bord antérieur mousse de l'aile sacrale, la ligne arquée se poursuivant avec le bord postéro-supérieur de la branche iliopubienne et le bord supérieur du pubis. On voit ici d'ailleurs en dessous l'épine ischiatique et le foramen obturé. Alors voici une méthode assez simple pour construire ce dessin. Il suffit de représenter 4 carrés juxtaposés. Ces carrés vont nous servir de repère pour représenter le cœur de carte à jouer qui constitue le détroit supérieur. Nous allons ensuite pouvoir représenter la crête iliaque passant par l'extrémité de ces 2 carrés et enfin le reste du sacrum. Pour terminer cette description des os du bassin, voici une vue inférieure montrant les mêmes structures et la photographie correspondante. Ce dessin nous sera utile pour décrire le détroit inférieur. Le détroit inférieur, qui est constitué par les 2 ischions, les branches ischiopubiennes et le bord inférieur du pubis. En arrière, une ligne allant du coccyx aux tubérosités ischiatiques, délimitant en arrière le détroit inférieur. Si l'on représente une ligne passant par les 2 tubérosités ischiatiques, on délimite 2 surfaces triangulaires. La première, antérieure, est le triangle urogénital, et la deuxième, postérieure, est le triangle anal.
Voici la méthode pour dessiner cette vue inférieure du bassin à partir des 4 carrés et 2 carrés supplémentaires qui vont servir de repère pour la construction du dessin. Le promontoire étant ici vu en fuite au niveau du milieu de la structure. Nous allons maintenant voir l'articulation sacro-iliaque. Les deux articulations sacro-iliaques présentent deux parties. Une partie antérieure qui est une diarthrose et une partie postérieure considérée comme une syndesmophyse. La partie antérieure met en présence la surface auriculaire du sacrum et celle de l'os coxal. Il s'agit d'une véritable diarthrose avec synovial, cavité articulaire, cartilage, capsule et ligaments périarticulaires. Ces deux surfaces articulaires s'emboîtent l'une dans l'autre. Les surfaces auriculaires du sacrum ont une forme de L ou de croissant à concavité postérieure, occupant les faces latérales du sacrum de S1 à S2. On compare ces surfaces articulaires du sacrum à des segments de gouttière circulaire dont le centre est le tubercule conjugué de la première vertèbre sacrale. La branche supérieure des surfaces auriculaires, plus courte que la branche inférieure, est parallèle au bord supérieur de l'aile du sacrum. La surface auriculaire coxale correspondante se présente comme un rail plein qui se moule dans la gouttière de l'auricule sacrale. L'articulation sacro-iliaque présente une capsule articulaire renforcée par des ligaments sacro-iliaques antérieurs et postérieurs. Le ligament sacro-iliaque antérieur est confondu avec la capsule et s'étend sur toute la hauteur de la face antérieure de l'articulation. Les ligaments sacro-iliaques postérieurs sont représentés sur ces deux schémas. Ce sont de ligaments très puissants qui sont organisés en trois plans, un plan superficiel, un plan moyen et un plan profond. Sur cette coupe transversale, nous pouvons observer les principales articulations du bassin. En avant, la symphyse pubienne, une amphiarthrose, et en arrière, ces deux articulations sacro-iliaques, avec la portion antérieure qui est une diarthrose et la portion postérieure qui est considérée comme une syndesmophyse, c'est-à-dire deux surfaces articulaires éloignées reliées par un système ligamentaire. Alors, comment fonctionne cette articulation sacro-iliaque? Nous revenons une seconde en arrière avec ces schémas pour comprendre que le poids du corps est transmis au bassin osseux par l'intermédiaire des articulations sacro-iliaques. Le poids du corps va ainsi être transmis de cette manière jusqu'aux articulations de la hanche. Les articulations sacro-iliaques sont très peu mobiles. Les seuls mouvements possibles sont des mouvements de nutation et de contre-nutation correspondant à une bascule du sacrum autour d'un axe transversal passant approximativement par le premier tubercule conjugué. Dans le mouvement de nutation, la base du sacrum se porte en avant et en bas, alors que la pointe se porte en haut et en arrière. Dans la contre-nutation, la base se porte en arrière, tandis que la pointe s'abaisse et se dirige vers l'avant. La symphyse pubienne et les ligaments sacro-iliaques postérieurs s'opposent au déplacement du sacrum. Ces mouvements n'ont que quelques millimètres d'amplitude, celle-ci étant de 2 mm à la base du sacrum et de 5 mm à la pointe à partir de la position de repos. Cette amplitude est beaucoup plus importante chez la femme enceinte du fait du ramollissement des ligaments de la symphyse pubienne et sacro-iliaque. Alors, deux autres ligaments vont limiter les mouvements de l'articulation sacro-iliaque. Il s'agit des ligaments sacro-épineux et sacro-tubéral. Ces deux ligaments sont de larges bandes tendineuses tendues entre l'os coxal et le sacrum en arrière. Le ligament sacro-tubéral est le plus large. Il s'insère depuis les épines iliaques postéro-supérieures et postéro-inférieures jusqu'au coccyx. Cette insertion se fait sur les bords latéraux du sacrum. De là, ces fibres se dirigent vers le bas et l'avant en se rétrécissant, puis s'élargissent à nouveau pour se terminer sur le bord interne de la tubérosité ischiatique.
Le ligament sacro-épineux adhère au ligament sacrotubéral qu'il croise par en avant. Il s'insère sur le bord latéral des deux dernières vertèbres sacrales et du coccyx et se termine sur l'épine ischiatique. On voit que ces ligaments délimitent la petite et la grande échancrure ischiatique. Enfin, nous verrons que le bord inférieur du ligament sacro-tubéral participe à la constitution du détroit inférieur, notamment des limites du triangle anal. Alors maintenant que le décor est posé, nous allons pouvoir étudier des éléments d'anatomie topographique. Le bassin osseux, constitué par les deux os coxaux, le sacrum et le coccyx, forme chez la femme un ensemble osseux nommé la filière pelvienne, ou le bassin osseux obstétrical, qui sera décrit au chapitre suivant. Le pelvis peut être divisé en deux régions. Premièrement, le pelvis majeur, ou grand bassin, qui appartient à la cavité abdominale et répond aux deux fosses iliaques. Le pelvis majeur est séparé du pelvis mineur, encore nommé cavité pelvienne, par le détroit supérieur, qui est ainsi sectionné sur cette coupe frontale. La cavité pelvienne est donc une région entourée par le pelvis mineur. Elle est limitée par une ouverture crâniale ou détroit supérieur précédemment décrit, en forme de cœur en carte à jouer, et une ouverture caudale ou détroit inférieur. Nous rappelons ici l'aire occupée par le détroit supérieur. À travers cet orifice passent les vaisseaux des organes pelviens, le côlon sigmoïde, les uretères, les conduits déférents chez l'homme et les vaisseaux ovariens chez la femme. Les parois de la cavité pelvienne sont constituées de la face antérieure du sacrum et du coccyx, de la moitié inférieure des os coxaux, celle qui est située en dessous des lignes arquées, et des foramens obturés. Ces parois sont aussi constituées des ligaments sacrotubéreux et sacro-épineux. La cavité pelvienne contient les organes urinaires, vessie et urètre, digestifs, c'est-à-dire le rectum et le canal anal, et sexuels. Il s'agit du vagin, de l'utérus et des annexes chez la femme, et chez l'homme de la prostate et des vésicules séminales. L'ouverture caudale du pelvis ou détroit inférieur a une forme losangique, délimitée latéralement par le bord inférieur des branches ischio-pubiennes, de la symphyse pubienne et des tubérosités sciatiques en avant, et en arrière par le bord inférieur des ligaments sacro-tubéraux, qui ne sont pas représentés sur ce schéma, mais qu'on imagine suivant cette ligne, allant des faces latérales du sacrum et du coccyx jusqu'à la tubérosité sciatique. Alors le pelvis mineur va contenir un diaphragme pelvien, essentiellement constitué du muscle élévateur de l'anus, mais aussi du muscle coccygien en arrière, qui, vous le comprenez sur ce schéma, va supporter le poids des viscères pelviens. Le muscle élévateur de l'anus s'insère sur les parois de la cavité pelvienne et il va délimiter une fente en forme de U. Il s'agit de la fente urogénitale où vont passer les viscères urinaires sexuels qui peuvent ainsi communiquer avec l'extérieur. Enfin, à l'extrémité caudale de la cavité pelvienne se trouve le périnée qui est un ensemble d'éléments musculo-aponévrotiques cutanés en dessous du diaphragme pelvien et associés aux formations sexuelles que nous décrirons plus tard. Je rappelle que l'on peut dessiner une ligne imaginaire passant par les deux tubérosités ischiatiques qui va séparer le périnée et le détroit inférieur en deux régions de forme triangulaire, en arrière le triangle anal et en avant le triangle urogénital. Nous allons maintenant définir le bassin osseux obstétrical. Lors de l'accouchement par les voies naturelles, le fœtus parcourt la filière pelvienne et va traverser le diaphragme pelvien et le périnée. Le cadre osseux rigide de la filière pelvienne impose un trajet précis à la progression fœtale. Ce cadre osseux est extrêmement rigide, même si une faible amplitude de mouvement, notamment au niveau de la symphyse pubienne
et de l'articulation sacro-iliaque avec les mouvements de nutation devient possible. Cette filière osseuse pelvienne est constituée principalement par le détroit supérieur, par l'excavation pelvienne et le détroit inférieur. La connaissance anatomique du bassin osseux obstétrical est essentielle pour l'accoucheur. En effet, les 3 temps de l'accouchement se définissent en fonction de la progression de la tête fœtale dans la filière pelvienne. L'engagement survient lorsque la présentation s'engage dans l'aire du détroit supérieur. La descente correspond à la progression dans la filière pelvienne et le dégagement est la sortie de la filière pelvienne à travers le détroit inférieur. Le détroit supérieur a été décrit précédemment. Cette ligne est importante en obstétrique car elle est peu extensible du fait de sa constitution exclusivement osseuse et articulaire. Le plan du détroit supérieur est perpendiculaire à un axe virtuel allant de l'ombilic vers le coccyx. C'est ce que nous pouvons constater sur ce schéma osseux. Lorsqu'une femme est en position debout, l'angle que forme le détroit supérieur avec l'horizontale est d'environ 60 degrés. Alors c'est dans l'excavation pelvienne que la présentation descend et tourne. Cette excavation pelvienne est comparée à un cylindre coudé qui va présenter à sa partie moyenne un rétrécissement lié à la saillie des épines sciatiques. Ce rétrécissement est nommé le détroit moyen. Si l'on regarde cette vue inférieure du pelvis, on reconnaît les 2 épines ischiatiques et le détroit moyen entre ces 2 éléments osseux. Nous avons décrit précédemment le détroit inférieur. C'est à cet endroit que se produit le dégagement correspondant au 3e temps de l'accouchement. L'arcade pubienne ou ogive pubienne est formée par la symphyse pubienne et les 2 branches ischiopubiennes latéralement. Sa forme est importante sur le plan obstétrical car elle conditionne la descente de la tête fœtale et son dégagement. Il mesure entre 85 et 90 degrés. Un angle trop aigu peut gêner le dégagement de la tête fœtale, qui risque alors de refouler le périnée en arrière, entraînant un risque de lésion à ce niveau. Le détroit inférieur est beaucoup plus distensible que le détroit supérieur, qui n'est constitué que d'os et d'articulations. En effet, le détroit inférieur est délimité latéralement et en arrière par les ligaments sacrotubéraux qui peuvent plus facilement se laisser distendre lors de l'accouchement. L'obstétricien est parfois obligé d'effectuer des radios un peu spéciales du bassin, qu'on nomme radiopelvimétrie, afin de mesurer les différents diamètres de la filière pelvienne et d'apprécier les possibilités d'accouchement par les voies naturelles si le bassin est étroit. Les dimensions du bassin seront appréciées dans un sens transversal. On utilise ainsi le diamètre promonto-rétropubien, qui est en moyenne entre 10,5 et 11 cm. C'est la distance entre le promontoire et le point le plus élevé de la symphyse. Classiquement, on estime que l'engagement a lieu lorsque le plus grand diamètre de la présentation est passé au-dessous de la ligne promonto-rétropubienne. Le diamètre transverse médian correspond à la mesure du diamètre transversal du détroit supérieur, réalisé à mi-distance du pubis et du promontoire. Il mesure en moyenne 12,5 cm. L'indice de Magnin apprécie le détroit supérieur. Il est égal à la somme du diamètre promonto-rétropubien et du diamètre transverse médian. Sa valeur est normalement supérieure à 23 cm. On le compare au diamètre bipariétal fœtal pour apprécier le risque de césarienne. Le diamètre bi-ischiatique est situé entre les 2 tubérosités ischiatiques. Il mesure en moyenne entre 11 et 12 cm. Le diamètre biépineux moyen mesure le détroit moyen. Il mesure en moyenne entre 10 et 11 cm. La progression fœtale passe successivement par 4 plans. Le premier plan est celui du détroit supérieur. Le deuxième plan va du milieu de la vertèbre sacrée S2 au bord inférieur de la symphyse pubienne. On appelle cette zone la zone de descente de Pigeot. Le troisième plan est celui du détroit moyen passant par les épines ischiatiques.
Cette portion de l'excavation varie en fonction de la courbure de la concavité sacrée. Enfin, le quatrième plan passe par la pointe du coccyx. On le définit par la ligne sous-pubo-coccygienne. Le triangle de dégagement de Fauchier est placé entre le troisième et quatrième plan. Pour terminer, nous allons examiner les différences existant entre le bassin de l'homme et celui de la femme. On peut constater que la concavité sacrée est plus marquée chez la femme que chez l'homme. On représente en général les deux premières vertèbres sacrées, pratiquement horizontales chez la femme, alors qu'elles sont beaucoup plus verticales chez l'homme. On remarque ainsi que l'extrémité distale du coccyx se projette à peu près au même niveau que le bord supérieur du pubis chez la femme. Chez l'homme, en revanche, cette extrémité inférieure se projette en plein au milieu du pubis. Il s'agit bien évidemment de moyennes et toutes les variations sont possibles. Chez la femme, les détroits supérieurs et inférieurs sont plus larges, comme on peut le constater sur ces schémas. Le détroit inférieur et le diamètre bi-ischiatique est plus large chez l'homme que chez la femme. Les foramen obturés ont une forme triangulaire chez la femme et ovalaire chez l'homme. On peut le voir sur ces radiographies. Triangulaire chez la femme, ovalaire chez l'homme. Enfin et surtout, les branches ischiopubiennes, formant l'ogive pubienne, est plus large chez la femme. On estime que cet espace, dont on a dit qu'il faisait entre 85 et 90 degrés, fait aussi l'espace d'écartement entre le pouce et l'index. Chez l'homme, l'angle entre les deux branches ischiopubiennes est équivalent à l'espace entre l'index et le majeur lorsque l'on fait le V de la victoire. Lors du prochain cours, nous verrons les structures qui s'insèrent sur les parois du bassin, en particulier le diaphragme pelvien et les éléments du périnée.